Un diagramme d'énergie est un schéma qui va permettre de représenter les énergies et leurs transformations, ainsi que les convertisseurs effectuant ces transformations. Il va falloir repérer quel est le convertisseur, qui sera en général représenté dans un ovale, quel type d'énergie arrive de ce convertisseur, quel type d'énergie en repart. Le nom de ces énergies sera écrit sur une flèche. Il faut trouver éventuellement d'où est venue l'énergie. Elle peut venir d'un réservoir d'énergie, et on le représente dans ce cas dans un rectangle. Il faut penser à identifier également les pertes d'énergie et les représenter sur une flèche inclinée vers le haut ou le bas. Il faut donc connaître les différentes sortes d'énergie qui existent. L'énergie contenue dans l'électricité est l'énergie électrique, l'énergie correspondant à la chaleur est l'énergie thermique, l'énergie correspondant à la lumière est l'énergie lumineuse, l'énergie correspondant à un mouvement est l'énergie cinétique, l'énergie libérée dans des réactions chimiques est l'énergie chimique, l'énergie libérée par la fission d'atomes est l'énergie nucléaire, l'énergie contenue dans un objet à cause de son altitude est l'énergie potentielle de pesanteur. Voici par exemple le diagramme d'énergie d'un panneau photovoltaïque. Le convertisseur est le panneau solaire, on le représente dans un ovale. L'énergie arrivant sur le panneau photovoltaïque est de l'énergie lumineuse. Il fonctionne grâce à la lumière. Le réservoir d'énergie est ici le soleil. Le panneau solaire transforme la lumière en électricité, donc l'énergie lumineuse en énergie électrique. Le panneau chauffe également à cause de la lumière absorbée. De l'énergie thermique apparaît, comme elle est inutile ici, ce sont des pertes d'énergie. Réalise maintenant le diagramme d'énergie d'une chaudière au fioul. Mets en pause, puis relance pour voir apparaître la correction. Dans ce cas, le réservoir d'énergie est le fioul. La combustion est une transformation chimique. La chaudière transforme donc de l'énergie chimique en énergie thermique. Une petite partie de cette énergie est perdue dans l'air. Ce sont des pertes. Nous allons dans cette vidéo voir comment représenter la vitesse dans le cas d'un mouvement circulaire. Tout d'abord, il faut savoir que représenter la vitesse signifie tracer un vecteur. Un vecteur est un segment fléché. Le segment va indiquer la direction, horizontale, verticale, inclinée de tant de degrés. La flèche va indiquer le sens, vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas. La longueur du segment est proportionnelle à la vitesse. Il faudra donc indiquer une échelle. Ainsi, si je choisis 1 cm pour 10 km/h, mon segment fera 5 cm pour une vitesse de 50 km/h ou 10 cm pour une vitesse de 100 km/h. Voyons maintenant comment appliquer cela à un mouvement circulaire. On aurait envie de tracer une flèche arrondie, mais cela est interdit. C'est toujours un segment fléché qui va représenter la vitesse. Pour trouver la direction, il faut en fait imaginer que l'on zoome sur le cercle. On voit que la courbure va diminuer peu à peu, et pour finir, on a l'impression que la trajectoire est droite. C'est ce que l'on ressent sur la Terre. Bien que la planète soit ronde, on a l'impression qu'elle est plate à notre échelle. Si l'on revient sur le cercle dans sa totalité, la direction est en fait une droite tangente au cercle, c'est-à-dire qu'elle ne le touche qu'en un point. Cette droite est perpendiculaire au rayon de ce cercle. Nous allons maintenant voir la méthode pour tracer le vecteur sur la chronophotographie suivante. Le temps écoulé entre deux croix est indiqué sur le document. Il est de 1 seconde. On veut représenter la vitesse au point C5. L'objet part de C0 en direction de C15. On commence par tracer le rayon qui va du centre à ce point C5. À l'aide de son équerre, on trace la perpendiculaire à ce rayon qui passe toujours par ce point C5. Ce sera la direction de notre vecteur vitesse. Pour le sens, l'objet allant de C0 vers C15, on sait que le vecteur sera sur cette partie de la droite. On ne connaît pas encore sa longueur. Il faut pour cela déterminer la valeur de la vitesse et choisir une échelle. Pour déterminer la vitesse, on va utiliser la formule suivante qui dit que la vitesse est égale à la distance divisée par le temps. Pour la distance, on prendra toujours la distance entre le point précédent et le point suivant. Ici, on va donc mesurer la distance de C4 à C6. On trouve par exemple 6 cm. Pour le temps, on sait qu'entre deux croix successives s'est écoulé 1 seconde. On a donc 1 seconde de C4 à C5, puis 1 seconde de C5 à C6. Cela représente donc 2 secondes. On fait le calcul, et on connaît donc maintenant la valeur de la vitesse, 3 cm par seconde. Il faut maintenant choisir une échelle. Par exemple, une échelle simple serait 1 cm pour 1 cm par seconde. La vitesse sera donc représentée ici par un vecteur de 3 cm.
On trace donc ce vecteur de 3 cm, on indique l'échelle, puis on efface tous les traits inutiles pour les transformer en pointillés. La loi permettant de calculer la force de gravitation a été découverte par Newton, un Anglais, en 1687. Cette loi dit que deux objets ayant une masse s'attirent réciproquement, que cette attraction se fait dans la direction d'une ligne reliant le centre de gravité des deux objets et que cette attraction est inversement proportionnelle à la distance au carré entre ces deux centres de gravité. Pour les objets symétriques, une sphère par exemple, le centre de gravité est tout simplement le centre de l'objet. Cette loi s'écrit F égale G fois M1 fois M2 divisé par R au carré. G majuscule est la constante gravitationnelle. Sa valeur vaut 6,67 fois 10 exposant moins 11 newton, mètre carré, kilogramme, moins 2. M1 est la masse du premier objet en kilogrammes. M2 est la masse du deuxième objet, toujours en kilogrammes. R est la distance entre les centres de gravité des deux objets. Au collège, on vous demandera de calculer cette force en vous donnant bien sûr toutes les autres valeurs. Le calcul n'est en soi pas compliqué, à condition de bien utiliser les parenthèses, de bien faire attention aux unités, de ne pas oublier que R est la distance entre les centres de gravité, au collège donc le centre des objets en général, et de bien penser à élever R au carré. Et puis, il ne faut pas se tromper en tapant sur sa calculatrice. Pas si simple finalement donc, mais un bon entraînement à la rigueur. Par exemple, on peut vous demander de calculer la force exercée par la Terre sur un objet de 100 grammes situé à 1000 mètres d'altitude. On vous donne G majuscule, la constante de gravitation, qui vaut 6,67 fois 10 exposant moins 11 newton, mètre carré, kilogramme moins 2. On vous donne RT, le rayon de la Terre, égal à 6380 km. On vous donne la masse de la Terre, qui est égale à 6 fois 10 exposant 24 kg. Vous devez donc être très rigoureux pour arriver au bon résultat. On commence par écrire les valeurs que l'on connaît en vérifiant les unités. Pas de problème pour G, les unités seront toujours les bonnes. Pour R, la distance entre le centre de la Terre et le centre de l'objet est égale au rayon de la Terre plus l'altitude. L'unité doit être le mètre. Le rayon de la Terre vaut 6380 km, c'est-à-dire 6 380 000 mètres. L'altitude vaut 1000 mètres. R vaut donc 6 380 000 plus 1000, c'est-à-dire 6 381 000 mètres. La masse de la Terre est bien en kilogrammes. On a donc M1 égale 6 fois 10 exposant 24 kg. La masse de l'objet doit être mise en kilogrammes. On a donc M2 égale 100 g égale 0,1 kg. On peut désormais calculer la force de gravitation. Sur la calculatrice, il sera toujours préférable d'utiliser la touche x 10 exposant x quand elle est présente. Il faudra bien faire attention aux parenthèses dans vos calculs. Voilà comment doivent se présenter vos parenthèses. Ici, on a 6,67 fois 10 exposant moins 11 fois 6 fois 10 exposant 24 fois 0,1 divisé par, ouvrez la parenthèse, 6 381 000, fermez la parenthèse, au carré. En faisant ce calcul, on trouve 0,98 newton. Vous pouvez vous entraîner à refaire ce calcul plusieurs fois afin de vérifier que vous retrouvez bien la bonne valeur. Pour aller plus loin, on peut faire le parallèle entre cette loi et la loi P est égal à M fois G que l'on étudie au collège. P est en fait la force de gravitation exercée par la Terre sur notre objet de masse M. Dans la loi de gravitation, on peut donc remplacer F par P et M2 par M. On voit donc que G, l'intensité de la pesanteur, correspond à G fois M1 divisé par R au carré. Si on calcule cela, on trouve 9,8 newton par kilogramme, ce qui correspond bien à la valeur de G pour la Terre. Pour t'entraîner, détermine la force de gravitation exercée par la Terre sur la Lune. On donne comme valeur supplémentaire la masse de la Lune, 7,3 fois 10 exposant 22 kg, et la distance R entre la Terre et la Lune, 380 000 km. Mets en pause, puis relance pour la correction.
La masse et le poids sont deux grandeurs que l'on confond dans la vie courante. La masse correspond à la quantité de matière, elle dépend du nombre d'atomes présents. Un objet ayant une masse de 500 grammes possède donc 500 grammes de matière. On mesure la masse avec une balance. La masse est dans le système international, exprimée en kilogrammes. Si l'on déplace cet objet sans l'abîmer, il ne perdra pas de matière et donc gardera ses 500 grammes, où qu'il soit sur la Terre ou dans l'univers. Il faut donc retenir que la masse ne dépend pas du lieu. Le poids est l'attraction exercée par la Terre sur cet objet et par extension l'attraction exercée par un astre sur cet objet. C'est à cause de cette attraction qu'il tombe si on le lâche. Cette attraction dépend de la masse de l'astre. Plus elle est grande, plus l'objet est attiré vers le bas. On mesure cette attraction avec un dynamomètre, qui est en fait un ressort gradué en newton. Plus l'attraction est grande, plus le ressort est étiré. Le poids se mesure donc en newton. Si on déplace l'objet sur la Lune, qui a une masse plus faible que la Terre, l'objet sera moins attiré, et le ressort moins étiré. Le poids sera donc plus faible. Au contraire, sur Jupiter, qui a une masse plus grande que la Terre, l'objet sera plus attiré, le ressort sera donc plus étiré, ce qui signifie que le poids sera plus grand. Dans le cas extrême où l'on placerait l'objet en dehors de toute attraction par un astre, le poids serait donc nul. Il faut donc retenir que le poids d'un objet dépend du lieu. Le poids et la masse sont en fait proportionnels en un lieu donné. C'est pour cela qu'on les confond dans la vie courante. Ils sont reliés par la formule P est égal à m fois g, g étant l'intensité de la pesanteur. Cette intensité de la pesanteur dépend de l'astre et de la distance entre l'objet et l'astre. Elle sera en général donnée dans les exercices. L'intensité de la pesanteur indique avec quelle force un objet va être attiré vers le bas. En fait, quand on mesure différentes masses et poids, et que l'on divise à chaque fois le poids par la masse, on obtient toujours le même nombre. Ainsi sur la Terre, on obtient une valeur voisine de 10, sur la Lune une valeur voisine de 1,6, et sur Jupiter une valeur voisine de 25. Les scientifiques ont donné un nom à cette valeur, et l'ont appelée intensité de la pesanteur. Elle est représentée par la lettre G minuscule, à ne pas confondre avec le G de gramme. On a donc P sur M égale G. G s'exprime donc en newton par kilogramme. Cela signifie concrètement qu'un objet de 1 kg est attiré vers le bas avec une force de 10 newtons sur la Terre, puisque G égale 10 newtons par kilogramme. Sur la Lune, cela ne sera qu'avec une force de 1,6 newton, et sur Jupiter avec une force de 25 newtons. On voit donc que l'intensité de la pesanteur indique avec quelle intensité la pesanteur s'exerce sur l'objet, d'où son nom. Plus elle est grande, plus l'objet sera attiré avec une grande force. Nous allons voir dans cette vidéo comment réaliser le diagramme objet-interaction pour un système donné. D'abord, il faut savoir que par définition, le système est l'objet que l'on veut étudier. Il faut également se souvenir que l'on parle d'interaction quand deux objets agissent l'un sur l'autre. La gravitation, par exemple, est une interaction. La Terre agit sur la Lune, c'est pour cela qu'elle tourne autour de nous. Mais la Lune attire aussi la Terre, c'est pour cela qu'il y a des marées. Pour réaliser le diagramme objet-interaction, on va commencer par faire l'inventaire des objets qui agissent sur le système. On va étudier par exemple un bateau à voile qui se déplace sur l'eau. Le système est donc le bateau à voile. Qu'est-ce qui agit sur lui? On va en faire l'inventaire. On a déjà la planète Terre par la gravitation. On écrit bien la majuscule pour distinguer la planète du sol. On a également l'eau. Et enfin, on a le vent, c'est-à-dire l'air en déplacement. Cet inventaire terminé, on va commencer notre diagramme. On commence par mettre le système dans un ovale. Il sera au centre du diagramme. Tout autour, on dispose les éléments de l'inventaire. Leur place n'a pas d'importance. Une fois cela fait, on va faire apparaître les interactions par des doubles flèches. Attention, on les fera pleines pour des interactions de contact et en pointillés pour des interactions à distance. On peut d'ailleurs commencer par indiquer cela en légende. Pour la Terre, il s'agit d'une interaction à distance. C'est la gravitation. Pour l'eau, il y a contact bien sûr. Le vent peut poser problème. Il faut se souvenir que c'est un déplacement de molécules et d'atomes qui vont dans le même sens et direction. Ce sont donc de petits grains de matière qui viennent cogner la voile par milliards de milliards à chaque seconde, et ce sont ces chocs qui font avancer le bateau. Il y a donc contact. Ce diagramme est maintenant terminé. Nous allons voir dans cette vidéo comment représenter les actions mécaniques que l'on appelle aussi des forces.
Elles seront représentées par des vecteurs, appelés aussi vector force. Cette représentation est aussi appelée une modélisation car elle permet de montrer les caractéristiques de ces actions mécaniques. Voici quelques exemples d'actions mécaniques. Quand je pousse une porte, j'exerce une force sur celle-ci. Un objet à proximité de la Terre subit son attraction. C'est une force appelée gravitation ou poids. Un footballeur tape dans un ballon, il exerce une force sur le ballon. Ces forces sont donc représentées, modélisées par des vecteurs. Un vecteur est un segment fléché. Le segment indique la direction de la force, horizontale, inclinée de tant de degrés, verticale. Par exemple, l'action de ma main sur la porte est horizontale, celle de la terre verticale, celle du pied du footballeur variable suivant sa façon de frapper. Le vecteur va également montrer par sa flèche le sens dans lequel s'applique la force. Si je tire ou si je pousse la porte, les sens seront opposés. Le vecteur sera tracé à partir du point où s'exerce la force. On appelle cela le point d'application. On va retrouver 3 cas. Si c'est une action mécanique avec contact, elle peut s'appliquer sur un point seulement ou sur une surface. Le point d'application sera le point dans le premier cas, le centre de la surface dans le second cas. Si par contre c'est une action à distance, elle s'exerce en réalité sur l'ensemble de l'objet, mais on pourra considérer qu'elle s'exerce au centre de gravité de celui-ci. Pour des objets simples type pavé, boule, ayant partout la même composition, le centre de gravité est le centre géométrique de l'objet. La dernière indication que peut donner le vecteur est l'intensité de la force, exprimée en newton. Si elle est donnée ou qu'on peut la calculer, il faut choisir une échelle et donc tracer un vecteur de longueur proportionnelle à cette intensité. Par exemple, si on m'indique que le poids est de 40 newtons, je peux choisir une échelle de 1 cm pour 10 newtons et je trace un vecteur de 4 cm de longueur. Parfois, on ne peut pas connaître la valeur des intensités. Dans ce cas, on choisit la longueur en faisant attention de bien rester cohérent. Si un objet est en équilibre et qu'il est soumis à 2 forces, celles-ci sont forcément de même intensité. Les 2 vecteurs doivent donc avoir la même taille. Nous allons voir maintenant 2 exemples classiques, puis un troisième un peu plus compliqué. Pour le premier, le système étudié est un objet posé immobile sur le sol. 2 forces s'exercent sur lui, son poids, c'est-à-dire l'attraction exercée par la Terre, et la force exercée par le sol. Sans celle-ci, l'objet s'enfoncerait. L'intensité du poids est précisée, 10 newtons. Étudions chacune de ces forces. Le poids d'abord. Il est vertical, vers le bas. Le point d'application est au centre de gravité. On choisit une échelle, par exemple 1 cm pour 2 newtons, et on fait donc un segment fléché de 5 cm. L'action du sol. Sans celle-ci, l'objet s'enfoncerait dans le sol. Elle est donc verticale, mais vers le haut cette fois-ci. Le point d'application est la zone de contact entre le sol et l'objet. On va donc considérer qu'il est au centre de cette surface. Comme l'objet ne bouge pas, l'intensité est égale à celle du poids, 10 newtons également, et on fait donc un segment fléché de même longueur que le poids. Pour que l'on distingue bien ces 2 vecteurs qui sont en partie superposés, on peut les faire de couleurs différentes et légèrement les décaler. Et on pense bien à indiquer l'échelle choisie. Dans le deuxième exemple, un objet en fer glisse sur un plan horizontal et passe à proximité d'un aimant. 3 forces interviennent, la gravitation, c'est-à-dire le poids, l'action mécanique du sol et l'action mécanique de l'aimant. On ne donne pas d'intensité. La force exercée par l'aimant est attractive, donc le sens est vers l'aimant. La direction ici est horizontale. C'est une action à distance, donc le vecteur part du centre de gravité. On choisit ici la longueur que l'on veut, car nous n'avons aucune indication. Pour le poids et le sol, c'est exactement comme dans la situation précédente. Ces 2 forces sont verticales, de sens opposés, et de même intensité, sinon l'objet s'enfoncerait ou décollerait. On choisit ici la longueur que l'on veut, mais identique pour les 2 vecteurs. Le dernier exemple reprend ce qui a été vu dans la vidéo sur les diagrammes objet-interaction. L'exemple était un bateau à voile poussé par le vent. C'est un exemple plus compliqué qui nous permettra de voir tous les points délicats. On avait réalisé le diagramme suivant. On aura donc 3 forces à représenter, celle exercée par la Terre sur le bateau, celle du vent sur la voile, et donc le bateau, et celle de l'eau, toujours sur ce même bateau. Pour le poids, la Terre exerçant cette force à distance, elle va s'appliquer au centre de gravité du bateau. Il est ici impossible de le déterminer exactement, on va juste essayer de le mettre à peu près au milieu. La direction est verticale et le sens vers le bas.
Pour le vent, la force s'exerce sur l'ensemble de la surface de la voile. Dans ce cas, on représente le vecteur à partir du milieu de cette voile, en faisant comme si toutes les molécules venaient cogner en ce point. Il reste donc l'action mécanique exercée par l'eau. Elle empêche le bateau de couler, elle est donc verticale et vers le haut. Elle s'exerce sur l'ensemble du volume du bateau, et dans ce cas-là, on va aussi faire partir le vecteur du centre de gravité, même si c'est une action de contact. L'eau exerce aussi une autre action, elle freine le bateau. On pourrait dessiner un nouveau vecteur qui s'oppose au mouvement, donc horizontal et opposé au vent. Pour simplifier, on peut négliger au collège ce vecteur, mais ce sera toujours un plus si vous pensez à le représenter. Il part dans ce cas-là de l'avant du bateau. Pour les longueurs des vecteurs, on sait juste que l'action de l'eau compense le poids. Ces vecteurs doivent avoir la même longueur. Pour les frottements, le vecteur est forcément moins long que celui du vent. Sinon le bateau avancerait en sens contraire du vent, ce qui serait un peu étrange. Comment représenter une action mécanique? On parle d'action mécanique ou de force dès qu'un objet agit sur un autre. Cela peut être la terre sur un objet qui tombe, la corde qui propulse une flèche, une aiguille qui se plante dans une feuille. Les actions mécaniques peuvent se faire à distance ou avec un contact. Quand on étudie une force, on s'aperçoit en fait qu'on peut lui donner 4 caractéristiques. Son point d'application, c'est-à-dire là où elle s'exerce, sa direction, son sens et enfin son intensité. Le point d'application dépend de la nature de la force. Soit elle s'exerce effectivement en un point qui sera donc le point d'application, soit elle s'exerce sur une surface. Dans ce cas, le point d'application sera le centre de cette surface. Si elle s'exerce à distance, ce qui est le cas pour la gravitation, pour le magnétisme et pour l'électrostatique, le point d'application est le centre de gravité, que l'on peut souvent confondre avec le centre géométrique de l'objet. Dans ce premier cas, l'action du moustique sur la peau est ponctuelle. Le point d'application est ce point. Dans ce deuxième cas, l'action de la tape sur l'objet se fait sur toute la surface de l'objet, en contact avec elle. Le point d'application est au centre de cette surface. Dans ce troisième cas, l'action de la Terre se fait à distance. Le point d'application est le centre de gravité de l'objet. La direction est la ligne que suivrait l'objet uniquement soumis à cette action. Dans le cas de la corde sur la flèche par exemple, elle peut être horizontale, verticale ou inclinée. Le sens, lui, va être vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite. Il reste une quatrième caractéristique, l'intensité, qui peut être plus ou moins grande. Elle s'exprime dans une unité appelée le newton. Une fois que l'on a vu ces caractéristiques, il paraît assez évident que l'on peut représenter une force par un segment fléché. Il partira du point d'application, son segment donnera la direction, sa flèche le sens, et il suffit pour montrer l'intensité de le faire plus ou moins long. On peut même être plus précis et décider d'une échelle, par exemple 1 cm pour 10 newtons. Une flèche de 5 cm indiquera alors une intensité de 50 newtons, une flèche de 10 cm une intensité de 100 newtons, etc. Voilà, c'est fini. L'énergie cinétique d'un objet est l'énergie qu'il possède quand il est en mouvement. Pour calculer l'énergie cinétique d'un objet, il faut appliquer la formule EC égale 1,5 fois m fois v au carré. M étant la masse de l'objet en kilogrammes, v la vitesse de cet objet en mètres par seconde, et EC l'énergie cinétique en joules. En général, la vitesse sera donnée en kilomètres par heure et il faudra la convertir en mètres par seconde. Pour cela, pour une vitesse de 50 km par heure par exemple, on utilisera la petite astuce suivante en écrivant V égale 50 km par heure égale 50 km sur une heure. C'est cette petite astuce, décomposer l'unité en 2 unités, qui va permettre de faire la conversion. Une fois ceci écrit, il suffit en effet de convertir les kilomètres en mètres, soit 50 000, et de convertir les heures en secondes, soit 3600. On fait ensuite le calcul et on trouve ici V égale 13,9 mètres par seconde. Voici un exemple de calcul d'énergie cinétique. La rédaction proposée est obligatoire en évaluation. Elle est là pour éviter des erreurs. On veut calculer l'énergie cinétique d'un véhicule de 2 tonnes roulant à 120 km par heure. On a m égale 2 tonnes égale 2000 kg. On doit en effet utiliser le kilogramme qui est l'unité légale de la masse.
On a V égale 120 km/h, égale 120 km sur 1 heure, égale 120 000 mètres sur 3600 secondes, égale 33,3 mètres par seconde. On utilise la même technique que vue précédemment. On a donc EC égale 1,5 de mv au carré, égale 1,5 fois 2000 fois 33,3 au carré. Attention de ne pas oublier le carré et de ne pas l'oublier en tapant sur la calculatrice. On a donc EC égale 1 108 890 joules. Voici un second exemple. Mets en pause, puis regarde la correction. Un jouet télécommandé de 300 grammes roule à 20 km/h. Déterminez son énergie cinétique. On a M égale 300 grammes, égale 0,3 kg. On a V égale 20 km/h, égale 20 km sur 1 heure, égale 20 000 mètres sur 3600 secondes, égale 5,56 mètres par seconde. On a EC égale 1,5 fois M fois V au carré, égale 1,5 fois 0,3 fois 5,56 au carré, égale 4,64 joules. L'énergie cinétique vaut 4,64 joules.